de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle semaine, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de votre podcast de femme à femme. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'écoutent régulièrement et qui me font des petits coucous en me disant c'est mardi ou j'attends mardi prochain. La femme que je reçois aujourd'hui, elle est, comment vous dire, son prénom d'origine grecque veut dire don de Dieu. Personnellement, je suis tombée, comme disent les enfants, tombée en amour de ses écrits, parce que j'aime ses écrits et j'aime son humour. Bonjour Dorit. Hello Hélène, merci énormément pour cette magnifique introduction, pour tes belles énergies, pour cette analyse étymologique de mon prénom, très originale. Tu savais quand même que ton prénom voulait dire don de Dieu? Oui, je le savais, mais en fait, tu sais, de base, Dorit, c'est un prénom qui est très utilisé en Israël. C'est vraiment israélien. Et effectivement, c'est vrai que l'étymologie vraiment du prénom tient plus du grec. Absolument. Et que finalement, en hébreu, ça n'a pas vraiment de signification. Si on reprend, je veux dire vraiment la langue hébraïque, quoi. Donc, ouais, je vois que t'as en plus fait un bon taf de recherche sur le prénom. On adore. Donc, tu es un don de Dieu certainement pour tous ceux qui t'entourent et pour tous ceux qui ont le plaisir de t'avoir dans leur vie. Mais écoute, enfin, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, peut-être, en fait. Mais je fais au mieux pour être bienveillante autour de moi, écouter les gens quand ils ont besoin d'une oreille, donner mes conseils, essayer d'être présente et voilà, ce qui compte c'est vraiment, tu le sais, hein, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, c'est ce qui compte c'est l'humain. C'est vraiment essayer de distribuer des bonnes énergies autour de soi et écoute modestement, à mon niveau j'essaye. Hein. Ok, alors parce que c'est vrai pour les auditeurs, je dirais que Dorit a tellement de cordes à son arc. Mais celle que je retiens justement, c'est le côté humain qui transparaît dans ses écrits. Moi, je suis très sensible à cela. C'est pour ça que je me suis tournée vers elle, parce que j'ai aimé sa façon d'écrire et sa façon de faire passer les choses. Et c'est pour ça que je lui ai dit, quand je lui ai fait la proposition de venir à mon micro, que ce n'est pas la Dorit peut-être dont on parlera à la fin de l'échange qui m'intéresse, mais la petite Dorit. Voilà, celle que personne ne connaît ou celle que certains ont décidé d'oublier, je ne sais pas. Et c'est à elle que je m'adresse aujourd'hui et c'est à elle que je demande quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous. C'est beau parce que moi, tu sais, je suis très attachée à l'enfance, à l'enfant que j'étais. C'est très important de rester connecté à l'enfant que j'étais avant et finalement que je suis toujours à l'intérieur de moi pour me rappeler les vraies choses. Oui. Ce qui est vraiment important, voilà, rester ancré à l'essence. Et c'est vrai que moi, je pense que fondamentalement, beaucoup d'adultes aujourd'hui ont oublié l'enfant qu'ils étaient. Et c'est ce qui fait qu'on est dans un monde qui, malheureusement, parfois est un peu triste et qui manque un peu de couleur, avec des gens qui se prennent peut-être un peu trop au sérieux, qui se réveillent le matin, qui travaillent et qui dorment le soir sans vraiment vivre. En fait, finalement, c'est que du temps qui passe parce qu'ils ont oublié cette flamme de magie et cette étincelle qu'ils avaient quand ils étaient petits, quand il suffisait de pas grand-chose pour être bien, pour s'amuser et qui avaient, tu vois, cette fraîcheur, cette innocence, cette insouciance. Et moi, tu vois, ça, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment atteinte du syndrome de Peter Pan, franchement. Et tu l'assumes, et tu as raison. Je l'assume. Franchement, je regarde Dragon Ball Z encore, je regarde les mêmes dessins animés. Tu vois, je te donne vraiment un exemple, c'est que des fois, quand j'étends la lessive, je me mets un épisode d'Hamtaro. Tu sais, c'est le dessin animé, je sais pas si t'as connu, avec les petits hamsters. Mais je regardais, tu vois, quand j'avais j'avais 10 ans, tu vois, ça passait sur Midi les Zouzous. Et tout ça, ça me permet de me ramener à cette période que j'adorais. C'est ce qui entretient aussi mes bonnes énergies. Et pour moi, être adulte, c'est pas forcément oublier cette partie-là. Ça n'empêche pas d'être professionnel et d'être
voilà, d'être bien dans sa vie, dans sa carrière. Mais pour moi, ça permet de rester connecté à la meilleure partie de soi, celle qui est légère en fait. Et c'est Absolument. pour ça que moi, j'ai pas coupé avec tout ça. Je collectionne encore les cartes Pokémon. Et voilà, C'est c'est bien, des choses qui me font beaucoup de bien. je vais négocier avec mon fils de t'envoyer les cartes qu'il a. Euh, non, mais c'est vrai qu'être professionnel, souvent, on a tendance à oublier que on peut être professionnel et rester humain, justement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment, justement, dans ta vie, Dorit, où l'enfant, tu ne l'as pas écouté, ou tu l'as mise de côté, ou elle s'est sentie submergée? Oui, 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 complètement. Bah ça, c'est un grand travail que je fais avec ma psy aujourd'hui. Parce que en fait j'ai eu une enfance vraiment très difficile. À la base, bah, déjà j'ai grandi dans le 94 à Alfortville Mhm, et voilà, ma mère n'avait pas vraiment d'argent, pas de travail. À l'époque, elle était au RMI, donc on vivait dans un bloc HLM de 18 étages mhm, et je l'accompagnais aller chercher à manger au Resto du Cœur. On allait chercher des vêtements dans des associations, voilà, on allait mendier dans les CCAS, Centre communal d'action sociale, pour aller chercher de l'argent pour payer les factures, etc. mhm. Donc voilà, ça a pas été Tu non es enfant plus une unique? enfance. Non, j'ai une sœur. Et Mhm. toujours pareil, un peu compliqué, une petite sœur qui est en hôpital psychiatrique depuis de nombreuses années maintenant. Donc du coup, voilà, une enfance difficile. J'ai été battue par ma mère. J'ai été harcelée à l'école. Donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, je sais que j'ai été une enfant et je suis aujourd'hui toujours une personne qui se protège énormément de ses émotions. C'est un travail qu'on fait avec ma psy et qui l'a très bien analysé, mais sans prétention aucune. Même avant d'aller la voir, je l'avais déjà analysé moi-même. Comme j'ai vécu des choses qui sont très difficiles émotionnellement, Ah oui. je me suis beaucoup protégée en fait. Ce qui fait que mes émotions, je les ai laissées de côté et j'avais pas le choix. Quand j'étais petite, c'était vraiment mon mécanisme de survie. Mais avec les années et aujourd'hui, je touche du bois, ma vie va beaucoup mieux. Je n'arrive toujours pas à retrouver un mécanisme émotionnel normal. C'est-à-dire que dans les bons ou dans les mauvais moments, j'ai un peu l'impression que ma vie, elle défile devant moi et que je me vois de l'extérieur. Tu es Et spectatrice de ta vie, en fait. exactement. Et j'ai toujours ce mécanisme de protection qui fait que j'ai une distance énorme avec mes émotions, que je n'arrive pas à être connectée, voilà, avec ce que je vis dans le bon ou dans le mauvais. Donc voilà, vraiment pour répondre le mieux à ta question, où j'ai pas écouté l'enfant que j'étais, bah oui, émotionnellement, je me suis pas écoutée, mais j'avais pas le choix. Je devais me préserver parce que la violence était telle, autant psychologiquement que physiquement, etc., que en fait, j'ai été mature très vite et voilà, j'ai laissé beaucoup de sentiments de côté pour vraiment survivre en fait dans ce monde, quoi, Donc, tu es arrivée très intérieurement. tôt dans la vie active, ou pas? Oui, oui, aussi. Bah, ma mère, elle m'a mis dehors quand j'avais 18 ans, donc du coup, j'ai dû trouver un travail très très rapidement pour vivre, quoi. Donc j'ai eu mon CDI, bah, pas si tôt que ça. Finalement, il y a des gens qui travaillent encore plus tôt que moi, mais ouais, assez vite. Donc sans expérience, sans diplôme, sans rien. Et voilà, ça a été un parcours difficile, hein. Du coup, j'avais pas de logement, j'avais rien. Elle m'a mis dehors, donc j'ai trouvé un boulot. J'ai été SDF, donc j'ai été prise en charge par une association pour jeunes sans-abri à Nice qui m'a placée en hôtel meublé. Et par la suite, j'ai été dans un foyer de jeunes travailleurs. Et voilà, étape par étape. Ensuite, j'ai été manager. Ensuite, on a pu enfin louer un appartement dans le privé, dans un très beau 2 pièces d'ailleurs, dans lequel on est encore à Nice. Mais voilà, c'est tout ce qui m'a aidé en fait à braver ces épreuves, sincèrement, et je le pense. Il y a plusieurs choses, il y a aussi la musique, etc. Mais il y a aussi beaucoup, et ça je l'ai toujours dit, l'enfant intérieur que j'étais et que je suis restée. Mhm. Cette part d'innocence, d'insouciance que j'ai toujours conservée, moi je suis convaincue que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à garder le cap. Tu sais, c'est un peu ma bulle rassurante en fait. C'est Ouais. comme aujourd'hui, j'ai mon classeur de cartes Pokémon. Quand je sens que j'ai un peu des montées d'angoisse ou que je trouve que la vie elle passe un peu trop vite ou que ça devient un peu trop sérieux, ben en fait je l'ouvre et je regarde mes cartes et en fait c'est juste un moment pur en fait, tu vois. Et c'est cet état d'esprit là, je pense, qui m'a aussi permis de voilà
de laisser passer les années, de laisser passer les épreuves et de pas non plus perdre la tête parce que, enfin, tu vois, Ben oui, c'est ça. quand je raconte ma vie à ma psy, je te jure, hein, elle m'a regardée et elle m'a dit, mais comment vous avez fait pour tenir le coup, en fait? Et c'est dur de répondre à cette question, mais moi, je suis sûre qu'il y a cette part d'enfance-là que j'ai gardée qui m'a beaucoup aidée. Au quotidien, clairement. Ouais, ouais, au Clairement. quotidien, et puis de petite jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein. Mhm. Est-ce que tu as pardonné à ta maman? Bah, en fait, au début, ça a été dur parce que ma mère, elle a des problèmes psychologiques, si tu veux. Donc, du coup, enfin, je me disais que d'un côté, alors, elle a des problèmes psychologiques, mais en même temps, elle est très consciente de ce qu'elle fait. Donc, il y a toujours la question de se dire, est-ce qu'elle t'aime? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est pas sa faute? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand elle m'a mis dehors, moi, au moment où j'ai été mise par l'association dans le foyer de jeunes travailleurs, elle m'a appelée. Elle m'a demandé 50 euros pour réparer une fenêtre en sachant que ma sœur avait cassé, du coup, parce que beaucoup de problèmes psychologiques, des gros accès de violence, très nerveuse. C'était le moment où elle n'était pas encore en hôpital psychiatrique. Mhm. Et du coup, ma mère, pour te dire à quel point elle est déconnectée de toute réalité, elle vient de mettre sa fille à la rue. Elle demande pas comment ça va, est-ce que tu t'en es sorti, je suis désolée, ou au pire, cache-toi, je suis maniée à la rue. Non, elle t'appelle comme si de rien n'était. Salut, tu peux me prêter 50 euros, ta sœur, elle a pété la fenêtre. Donc, du coup, c'est des trucs, tu te dis, il n'y a pas tout qui fonctionne aussi correctement. Mhm. Donc, pour répondre clairement à ta question, j'ai eu un moment où, évidemment, la violence était telle. Et tu vois, il y a un moment, je suis pas non plus moi, non. On a tous nos émotions. Évidemment que j'en ai voulu. Évidemment que ça a été un moment difficile. Et évidemment que pendant quelques mois, j'ai pas voulu entendre parler d'elle parce que, bah voilà, Oui, tu me non, mais mets la à la question, rue, je la tu m'as posais à dit. la Dorite d'aujourd'hui. Oui, mais je t'explique le cheminement de pensée parce Mhm. que pour moi, c'est quand même important. Mhm. Ça s'est pas fait Du jour au du lendemain, jour au lendemain. clairement. Il y a vraiment eu, tu vois, un travail émotionnel sur ça et un vrai travail sur moi-même. Et Mhm. du coup, j'ai beaucoup pris en maturité. Et du coup, au début, je voulais pas entendre parler d'elle parce que c'était, voilà, je me suis dit, elle m'a mis la misère toute ma vie, m'a pourri la vie, quoi, clairement. Si j'ai vécu l'enfer avec elle. Et au bout d'un moment, au bout de genre quelques mois, je me suis quand même dit, une mère, t'en as qu'une. J'aurais pu ne plus jamais lui parler, mais je me suis dit, une mère, t'en as qu'une. Donc, voilà. Essaye de lui parler, essaye de, voilà, garder quand même un lien, etc. La pauvre, elle a eu une vie épouvantable aussi. Ma psy te dira que je trouve beaucoup d'excuses à ma mère, mais la réalité, c'est que ma mère, elle était frappée, humiliée par ses parents quand elle vivait en Israël. C'était vraiment l'esclave de la famille. Elle n'avait pas le droit de voir ses amis. Elle faisait la vaisselle, le ménage, toute la journée, etc. En fait, elle Et a reproduit plus le tard, seul schéma qu'elle connaissait. oui, c'est ça. Et puis plus tard, elle est tombée que sur des hommes qui la battaient. Et moi, j'ai des flashs avec ma mère où on dormait dans des couloirs d'hôpitaux, on dormait dans des voitures abandonnées, etc. Enfin, voilà, je sais qu'elle a une vie pourrie, mais pourrie. Et j'ai beaucoup d'empathie quand je parle de ma mère. C'est Mhm. quelqu'un qui m'a fait aussi la misère, mais c'est quelqu'un qui a vécu aussi la misère. Mhm. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que, tu vois, voilà, je vais lui parler. Donc, j'ai renoué contact, sauf que ma mère, beaucoup de problèmes psychologiques. Un jour, elle t'appelle pour te dire que t'es l'amour de sa vie. Un jour, elle t'appelle pour te dire que tu devrais mourir et que t'aurais jamais dû naître et qu'elle aurait dû t'avorter. Donc, au début, j'avais beaucoup de mal à faire la part des choses. Et puis, avec les années qui ont passé, c'est très dur ce que je te dis, mais venant d'un enfant qui parle de ses parents, mais avec les années qui ont passé, aujourd'hui, j'ai un tel détachement émotionnel par rapport à ma mère que pour moi, c'est presque comme si c'était plus ma mère. C'est-à-dire que tu vois, je connais pas du tout tes relations avec tes parents, Mhm. mais un enfant qui a des relations normales avec ses parents, si demain ta mère, elle t'appelle, elle te dit je t'aime, t'es censée être heureuse et t'es censée te dire, bah, c'est ma mère qui me le dit, je sais qu'elle le pense et je sais que je peux le prendre pour argent comptant. Mhm. Au contraire, si demain ta mère, elle t'appelle et qu'elle t'insulte et qu'elle te dit que t'es une merde et que tu sers à rien et que t'es inutile, etc., t'es censé être triste et te dire que c'est quand même ma mère qui me le dit, ça me fait mal. Et ben aujourd'hui, je peux te dire qu'avec les années, que ma mère, elle m'appelle pour me dire que je suis la personne la plus intelligente, la plus brillante qu'elle connaisse et qu'elle m'aime, ou alors qu'elle me dise que j'aurais jamais dû vivre et que je mérite pas d'exister, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me touche plus, vraiment. J'ai Oui, tu un as pris de la détachement distance émotionnel par qui est rapport lunaire. à cela. Totalement de distance, totalement.
Donc voilà, aujourd'hui, pardonner, oui, je lui ai pardonné parce que aujourd'hui, franchement, j'ai beaucoup plus de peine et même, je dirais, de pitié par rapport à elle parce que je touche du bois. Moi, franchement, regarde ma vie. Je te parle pas d'argent, attention, Hélène. Hein, je Oui, te parle oui, même oui, pas oui, de oui, oui. professionnel. Je Mhm, te parle intellectuellement. mhm. Moi, aujourd'hui, sans prétention aucune, je me considère comme quelqu'un de sain. Je vis avec une personne, je suis mariée avec une personne que j'aime et qui m'aime en retour. On vit à Nice dans un bel appartement. La vie, j'arrive à l'accueillir quand même comme elle vient. Je profite aussi des moments présents et j'ai pas de haine, de rancœur, et, tu vois, envers la vie. Et ma mère, elle est tout le contraire de ça. Je sais qu'elle est toute seule. Je sais qu'elle a beaucoup de ressentiments, beaucoup de colère. Je sais qu'elle en veut au monde entier. Au niveau de notre vie, enfin voilà, on n'a pas eu les mêmes chances, on n'a pas eu les mêmes chemins et puis voilà, moi j'ai beaucoup d'empathie par rapport à sa situation à elle et je vois ma situation à moi. Donc moi aujourd'hui, sincèrement, je suis juste triste par rapport à ma mère parce que à côté de tout ce que je te dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui est aussi très intelligent, qui est très sensible. Et moi, je suis convaincue que si elle avait fait d'autres rencontres et qu'elle avait été traitée autrement par sa famille, elle aurait pu avoir une grande carrière, une belle vie. Et voilà, j'ai plus de peine aujourd'hui qu'autre chose et j'ai plus aucune colère. Et non, je lui ai pardonné, oui. Dans tous les cas de figure, on ne peut pas aider les gens contre leur gré et C'est tu ne ça, peux pas refaire la vie de ta mère dans tous les cas. c'est ça. Tu ne peux que te concentrer sur la tienne et te donner les Mm, moyens justement d'avoir cette bulle de sérénité autour de toi, de créer ta bulle de sérénité et d'avancer parce que tu t'es construite totalement, petit à petit et toute totalement. seule. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il y a un moment, tu vois, dans la vie, comme tu l'as si bien dit, on peut pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Donc voilà, il faut aussi se protéger, il faut se préserver soi-même et se concentrer sur soi, être un petit peu égoïste, quoi. Donc ouais, là on en est là, quoi. Et ta construction professionnelle, comment s'est-elle passée? Bah écoute, elle a été compliquée, hein, parce que dans ce Parce que CDI là que j'ai trouvé, parce qu'il y a le rapport à l'autre, tout ton background familial avait peut-être un impact sur ta relation à l'autre, même dans le milieu bah oui, professionnel. ouais, complètement, parce que en fait, vu que moi j'avais connu une relation vraiment sous emprise destructrice avec ma mère, Mhm. ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans cette expérience, j'ai considéré ma responsable un peu comme la sauveuse. Elle m'a quand même donné ma chance alors que j'avais pas d'expérience, pas de diplôme, rien du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai connu avec ma mère, bah, je l'ai connu avec ma responsable. J'étais totalement sous emprise pendant 3 ans de cette femme qui m'a fait vivre un véritable enfer, qui m'a harcelé moralement, qui en fait me l'a même dit explicitement. Donc c'est même pas moi qui l'interprète. Elle se prenait pour ma mère. Elle Ah me oui, l'a dit, hein. carrément. Oui, elle me l'a dit. Du Mais coup, elle ça connaissait donnait ton en fait. histoire, tu lui avais parlé de ton histoire. Eh ben, elle l'a vu de ses yeux, parce qu'en fait, un jour, ma mère a débarqué à mon travail devant tous les clients, dont devant ma responsable. Et il me semble d'ailleurs qu'à ce moment-là, j'étais encore en période d'essai d'ailleurs. Elle a hurlé que j'étais une mère, que j'aurais jamais dû naître. Toujours, de toute façon, c'est toujours le même refrain. Oui. Elle a regardé ma responsable, elle lui a dit qu'elle aurait jamais dû m'embaucher, que de toute façon, je servais à rien, que elle allait forcément être déçue de moi, qu'elle a fait une erreur en m'embauchant, etc. Donc ma responsable, de toute façon, elle a très bien vu le personnage. Elle l'a mis dehors. J'ai beaucoup aimé son attitude sur le coup d'ailleurs à ma responsable. Elle l'a mis dehors et elle lui a dit, vous savez, moi j'aurais aimé avoir une fille comme elle. Mais elle lui a dit, en plus du ton, elle était énervée, quoi. Et elle a foutu dehors. Et c'était, bah, bref, je te passe les détails. C'était une scène qui était très dure à voir et à vivre. Donc j'ai énormément pleuré parce que vraiment c'était les tout débuts où bah, je venais de commencer le boulot. J'étais encore très fragile émotionnellement, tout ça. Donc j'ai passé 1 heure à pleurer dans la réserve. C'était épouvantable. Mais oui, ma responsable, du coup, elle m'a posé des questions suite à cet épisode-là. Je lui ai raconté. Donc elle connaissait tout. Ça n'a pas empêché que vraiment, elle m'a foutu sous emprise. Après, voilà, c'est que aussi moi, j'étais fragile à ce moment-là. Pour te dire jusqu'où a été l'emprise et jusqu'où moi, j'étais fragile par rapport à elle, c'est qu'il y avait un jour, et ça, je le raconterai sur LinkedIn parce que c'est vraiment exceptionnel comme situation. Il y avait un jour où vraiment j'étais à bout de son harcèlement et c'était vraiment le même schéma que ma mère que j'avais reproduit. C'est-à-dire un jour, elle arrivait, elle me disait « Dorée, t'es la meilleure vendeuse, t'es géniale, incroyable ». Le lendemain, elle s'énervait sur moi gratos. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi, agis, arrête de penser, sois dans l'action, machin, etc. Remets-toi en question et tout. Dans la pure agressivité, c'était le chaud et le froid,
comme ma mère. Comme ma mère, pareil, elle prenait grave de liberté et tout. Et elle faisait ça aussi avec d'autres collègues, mais différemment. Enfin bref, franchement, on était tous harcelés. Et un jour, en particulier, moi, j'en peux plus de son harcèlement. Et du coup, elle vient, pareil, elle m'en met plein la gueule et tout. Et moi, je me mets à pleurer et je lui dis, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus, tu me mets à bout, je suis épuisée. Là, tu t'acharnes sur moi et je comprends pas pourquoi t'es comme ça et tout. Et tu sais ce qu'elle a fait, tellement l'emprise était puissante et tellement moi j'étais sous emprise, je suis allée avec elle. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vois qu'en ce moment t'es fatiguée, on va aller aux urgences ensemble, on va voir ce que t'as. Je suis sûre qu'ils vont trouver que t'as quelque chose parce que je vois que ça va pas en ce moment. Et je te jure que j'étais tellement sous emprise, Hélène, on est allé aux urgences ensemble. Elle a réussi à me faire croire que c'est moi qui avais un problème. Il y avait un problème. Purée. C'est un truc de ouf. Et tellement j'étais sous emprise de cette femme, je l'ai accompagnée. C'est un truc de malade. Quand j'y repense, je me dis, c'est un tel degré de perversion. Ah oui, 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 oui. Et encore, tu vois, je pourrais te dire, ouais, une fois que cette expérience, elle s'est terminée, j'ai coupé les ponts avec elle, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai continué à la voir ensuite. Toujours pareil, l'emprise, où moi, en fait, je m'étais convaincue un peu que c'était ma mère, en fait, parce qu'elle prenait ce rôle. Et elle me le disait, hein, moi je me prends pour ta mère, etc. Et comme moi j'avais un vide émotionnel qui était épouvantable, bah du coup j'étais contente qu'elle prenne cette place-là aussi. Et ça a pris des années que même mes anciennes collègues, elles m'ouvrent les yeux à dire, c'est pas quelqu'un de bien qui te veut du bien, réveille-toi. Tu vois ce que tu veux voir en cette personne, en fait, tu lui donnes le rôle que tu as envie de lui donner. Et ça m'a pris vraiment un an ou deux après que j'ai quitté cette expérience où vraiment j'ai vraiment coupé les ponts avec elle parce que j'ai réalisé plein de choses et aussi que j'avais plus forcément besoin qu'elle joue ce rôle-là. Mais oui, moi, voilà, ce que j'ai vécu par rapport à ma mère, ça m'a faussé mes rapports de ouf avec les gens. Je cherchais de l'amour partout, je cherchais de l'attention partout, je cherchais partout des gens qui pourraient combler le vide affectif que j'avais. C'était terrible. Et ça, pareil, c'est un travail de plusieurs années. Hein. Ah, j'imagine sans peine. Mais est-ce que tu aimes Dorit? L'ancienne ou celle de maintenant? Celle de maintenant. Bah franchement, ouais. Elle est toujours pas au point sur un certain point. Après, il faut savoir que moi, je suis une obsédée du contrôle et de la perfection, chose qui évidemment n'existe pas. Oui, oui, qui découle beaucoup du syndrome de l'abandon. Et ouais. mais ouais, c'est la Dorit d'aujourd'hui. On n'est jamais parfait, Dorit, hein, tu sais. On a toujours de grosses exigences par rapport à nous, enfin souvent, mais on n'est jamais parfait. Mais la Dorit d'aujourd'hui, je pense que la petite Dorit, celle de l'enfance, elle est bien contente quand même de la Dorit d'aujourd'hui, non? Ben écoute, franchement, moi c'est souvent une question que je me pose. Je me dis, regarde ta vie, est-ce que la Dorit d'avant, elle aurait été contente de ce que tu fais? Et sur certains points, sincèrement, je réponds oui, et sur beaucoup d'autres, je réponds non. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au foot, je dessinais énormément, j'étais convaincue que soit j'allais être footballeuse, soit j'allais être dessinatrice. Et aussi, j'aimais beaucoup écrire. Du coup, quand je vois un petit peu ce que je fais aujourd'hui, je me dis que très concrètement, je joue quasiment plus, voire je joue plus du tout au foot. C'est extrêmement rare. Ensuite, le dessin, j'ai totalement arrêté. Et pour les écrits, alors je vis de ma plume, mais on n'est pas sur des messages. Enfin, c'est compliqué. En fait, je suis très critique envers moi-même. Je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent que j'apporte beaucoup aux gens grâce à mes écrits, que je les inspire, que je leur donne du courage. Mais en réalité, j'ai pas l'impression de faire grand chose et je suis pas satisfaite de comment j'exploite ma plume. Tu es très exigeante envers toi-même, Dorit. Ouais, mais ça c'est chaud. Ouais, je suis très exigeante envers moi-même. Donc tout ça, c'est des questionnements que je me pose au quotidien, de me dire comment je pourrais vraiment être plus satisfaite. Donc je me dis qu'il faudrait que je reprenne le foot, le dessin. Je t'avoue que je me suis un peu détachée. Et ce qui est drôle, c'est que quand je me suis mise en couple avec Hello, elle dessinait pas trop en fait, et maintenant c'est elle en fait le dessin parce que du coup elle illustre, c'est elle qui a illustré le livre que j'ai écrit et du coup elle fait aussi des illustrations sur son Insta et tout, donc je vis du dessin à travers elle. Et ben voilà, tout simplement. Donc il y a ce côté-là, mais moi voilà, le dessin, c'est plus trop un truc dans lequel je suis. Mais ouais, pour l'écriture,
Tu vois, mon rêve quand j'étais petite, c'était d'écrire un roman, mais vraiment un roman policier et tout. Et je sais que ça, c'est quelque chose que je lâche pas et que je voudrais faire. Eh ben voilà. Donc voilà, je me Est-ce que tu rattacherai plus accepterais de à... donner ton âge? Oui, bien sûr, j'ai 29 ans. Dorit, t'as toute la vie devant toi. Ouais, je sais, je sais, T'as je toute sais, la je vie sais. devant toi. Ouais, non, mais t'as raison, t'as complètement raison. Mais en plus, ouais, c'est déjà cool ce qu'on fait. Là, on en est sur un premier livre écrit de formation à LinkedIn. Ensuite, je suis en train d'écrire mon autobiographie. Ah ben Et voilà. j'espère que le troisième projet, ça sera vraiment ça. Ça sera un roman où je pourrais vraiment être dans la fiction et l'imaginaire. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très sensible. J'étais beaucoup, surtout quand j'étais plus jeune, dans l'imaginaire. C'est confortable et ce monde-là, tu vois plein de poésie, plein de lumière, j'adore. Et du coup, ouais, il me manque peut-être cette partie-là aujourd'hui, cette partie imaginaire. Parce que si tu regardes aujourd'hui, je suis beaucoup trop, je pense, dans le concret, dans le factuel, et il me manque le rêve. Quand je communique sur LinkedIn, c'est du concret, c'est du factuel. De temps en temps, tu as des posts un peu humoristiques où du coup, bah, t'as ce côté un petit peu, tu vois, rêveur. Sinon, bah voilà, l'autobiographie. Donc le livre de formation à LinkedIn, pareil, c'est du concret. Même si, pareil, on l'a fait avec grave d'humour, il est illustré et tout ça. L'autobiographie, ça sera hyper sérieux parce que du coup, c'est mon parcours de vie, voilà. Et puis voilà, cette partie imaginaire, bah, elle sera dans mon roman. Et Et ça, ben c'est vraiment voilà. un gros objectif que j'ai, quoi. Ouais, Et ouais, ben ouais. voilà. Rendez-vous dans 1, dans 2, dans 3, dans 4, dans Ouais, 5, dans 10 ans. c'est ça, totalement. Mais voilà, après, à part les projets, psychologiquement, je pense que ouais, la petite Dorit, elle serait vraiment fière de moi. Et moi, je suis hyper fière de moi parce que, enfin, vraiment, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu peur d'aller vers les autres. Et puis, il y a eu toute cette partie harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, tu vois, étape par étape, ben, je me suis libérée de mon harcèlement scolaire, de cette phobie sociale, en fait, que ça a créé. Quand Mhm. j'étais chroniqueuse sur BFM Business, bah, j'ai complètement dépassé mes limites en prenant la parole devant des gens dans un espace fermé. Et j'étais même pas sûre d'en être capable. Et du coup, en sortant du plateau, j'étais tellement fière de moi d'avoir dépassé cette phobie. Donc déjà, ça, c'est une victoire sur bah, ma Dorée du passé. Mhm. Et puis là, bah, à plus grosse échelle, j'ai fait ma première conférence dans une école devant une classe, je sais pas, il devait être 40, un truc comme ça. Et j'étais super fébrile parce que mon traumatisme scolaire, c'est dans une salle de classe, donc en espace fermé, avec Absolument. des élèves Avec qui des me élèves. harcelaient. Donc je me suis dit, je sais pas si j'en serais capable parce que là, je me remets dans le même concept. C'est une chose en plateau télé, c'est une chose de me remettre exactement dans le même contexte dans une salle de classe. Et ben au début, j'étais un peu fébrile et finalement, elle s'est super bien passée en fait la conférence et quand je suis sortie de là, mais pareil, je me suis dit t'as réussi quoi, Victoire. t'as battu tes peurs Une de victoire toi après petite. l'autre. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, pour moi, je suis vraiment une version améliorée de moi-même. Et non, je suis vraiment très contente de l'évolution intellectuelle et émotionnelle, quoi. C'est magnifique. Dorit, tu sais, chaque vie est différente. Chacun a son environnement, chacun a son caractère. L'enfance que tu as vécue, qui a été très 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 dure et qui fait la Dorit que tu es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu aurais eu cette plume, par exemple sur LinkedIn, si tu n'avais pas connu tout ce que tu as connu, si tu n'avais pas vécu tout ce que tu avais vécu, on ne sait jamais, on ne pourra jamais le savoir. Mais Bah déjà, j'aurais eu bien moins de choses à raconter, hein. qu'est-ce que tu dirais justement à une femme, parce que c'est vrai que je m'adresse surtout aux femmes jeunes qui sortent d'un traumatisme aussi fort, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais de respecter leur rythme. Il faut accueillir la souffrance, il faut accueillir la douleur. C'est étape par étape. C'est, les épreuves font partie de la vie et on ne peut pas s'attendre à de façon miraculeuse, être directement remis dans la maturité et arriver à aller de l'avant. Selon ce qu'on vit, il y a forcément des moments de passage à vide, des moments où, quand on réalise, parce qu'il y a aussi ça, il y a la phase où on le vit et il y a la phase où on accepte ce qu'on a vécu. Mhm. On sort du déni, en fait. Et une fois qu'on accepte ce qu'on a vécu, on passe forcément par toute la phase où on est déçu de nous-mêmes, on a honte, on se sent humilié, on se dit mais comment j'ai pu subir tout ça, je méritais pas ça. Et il faut l'accueillir parce que ça fait partie du travail intérieur. Et il faut pas se dire maintenant je suis une warrior, je vais aller de l'avant, ça viendra mais après. Chacun son rythme.
Et aujourd'hui, on voit beaucoup de success stories avec des gens qui vraiment ont une vie super, etc. On a envie d'être comme eux, mais chacun son histoire. Absolument. Ça ne veut pas dire qu'on n'y viendra jamais, mais il faut se laisser le temps de réfléchir à pourquoi on a vécu ça, pourquoi ça nous a fait du mal. Est-ce qu'on est attiré aussi par le même type de personnes? Est-ce qu'on reproduit des schémas? Comment faire pour se protéger de ces personnes-là? Comment les reconnaître? Est-ce que ces gens-là ont des traits communs? Essayez vraiment de faire une introspection pour se protéger à l'avenir et réussir à accueillir dans nos vies les bonnes personnes, pas celles qui nous vampirisent nos énergies, pas celles qui nous rabaissent, pas celles qui nous tirent vers le bas. Et ça, c'est très, très, très important. De faire ce travail-là, non pas tout simplement pour dire « je coupe les ponts avec elle », point. Oui, mais ça sert à rien si après tu vas de nouveau vers quelqu'un qui a le même profil. C'est vraiment faire un travail de fond pour, dans la globalité, assainir sa vie, assainir son esprit et assainir ses émotions. Donc je voudrais vraiment dire à toutes les femmes de faire cette introspection-là pour derrière devenir ces warriors, devenir ces combattantes, ces guerrières qui auront compris ce qui est mauvais dans leur vie, mais aussi ce qui est bon, et aller uniquement vers le meilleur. Après, on va pas se mentir, dans la vie, même si on fait tout le travail possible, il y a toujours des épreuves qui vont venir, mais justement, en faisant un travail, on tirera toujours derrière le meilleur aussi de ces expériences. On sera toujours plus forte et aussi plus sage, émotionnellement plus stable. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais dire à toutes les femmes, c'est de faire un travail d'introspection face aux épreuves et voilà, que toutes les femmes sont belles, que toutes les femmes ont de la valeur, que toutes les femmes ont un potentiel en elles, méritent d'être aimées et que il faut s'éloigner absolument de toutes les personnes, que ça soit la famille, attention, hein, mais souvent même la famille, ça vient de plus proche qu'on ne le pense. C'est en général c'est là où c'est le plus compliqué, souvent. Ah oui. La famille, les amis, peu importe si c'est la famille, les amis, les collègues, gardez uniquement le meilleur autour de vous, l'entourage, c'est très important. C'est ce qui va aussi beaucoup conditionner votre estime de vous-même. Super, merci beaucoup Dorit. Alors, je voulais revenir sur une chose par rapport à la violence. Dorit, tu fais partie des nombreuses marraines d'une plateforme extra qui s'appelle Mots et Mots de Femmes, Mots MOTS et Mots MAUX de Femmes. Donc, je voulais le souligner parce que tu es une femme engagée, parce que tu es une femme qui se donne pour certaines causes. Et en cela, ça, je voulais le souligner. C'est justement cette humanité. Cette humanité que j'ai aimée en toi. Donc, c'est vrai que Dorit est très connue pour son écriture, pour sa plume. C'est par sa plume que je l'ai connue. C'est vrai qu'elle a sorti un livre sur LinkedIn. C'est pour ça qu'elle a un agenda de ministre en ce moment. On l'a réussi à savoir, je suis tellement contente. Mais elle a, en effet, merci à toi de trouver le temps de venir à moi. Et je suis super contente de cet échange. Et je suis super contente que tu aies perçu le type d'échange que je voulais avoir avec toi, justement. Pas un échange de paillettes, mais un échange posé et profond et authentique. Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté cet échange en toute simplicité et authenticité. Merci beaucoup à toi, Hélène, pour ce podcast 100% humain qui, franchement, est d'utilité publique. Ça fait beaucoup de bien aussi de se détacher un petit peu de la partie personal branding, etc., copywriting, LinkedIn, même si c'est un domaine qui m'intéresse vraiment, évidemment, sinon j'aurais pas écrit un livre dessus et je serais plus sur LinkedIn. Mais ça fait du bien de parler humain, de parler authenticité, de parler émotion. Oui. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est un groupe de personnes, une société, et qu'on va arriver, et j'ai espoir, à terme, à vivre vraiment ensemble, à plus avoir autant de divisions. C'est en s'intéressant aux autres, à l'histoire, au passé, à qui sont les personnes, en s'écoutant. Donc j'ai passé un super moment avec toi en se concentrant sur tous ces sujets-là, et je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toutes tes belles énergies. Merci vraiment profondément, Dorit. La Terre est tellement petite, donc que je pense qu'un jour on se croisera. Écoute, ça sera avec énorme honneur et beaucoup de plaisir, vraiment. Donc, écoute, moi, je te tiendrai au courant si je viens en Guadeloupe. Et de ton côté, si tu viens à Nice, tu me tiens au courant direct aussi. Il n'y a pas de souci. Je ne connais pas Nice, donc c'est avec plaisir que je viendrai dans le coin. Merci à toi, Dorit. Merci à toi. Et je te souhaite plein de petits et de grands bonheurs à venir. Merci, je te souhaite la même chose. Vraiment, prends bien soin de toi, surtout beaucoup de good vibes. Yes. Et écoute, on se voit très vite. Très vite. À très vite, Dorit. Bye bye.
Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.